Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce lundi 12 mars dans l'actualité ce soir. En Inde, pour le premier sommet de l'Alliance solaire internationale, le vice-président ivoirien a rencontré des hommes d'affaires indiens, potentiels investisseurs en Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan rentre ce soir de New Delhi. Dans ce journal, nous irons à la découverte d'une jeune Ivoirienne au parcours atypique. Elle part de la vente de gâteaux pour devenir leader dans le domaine des BTP. Marina Nobou, jeune femme polyvalente et multifonctionnelle, elle a plusieurs cordes à son arc et continue d'en rajouter. En Gambie, le climat politique s'est adouci, mais les difficultés économiques restent. Cela une année après le départ de Yaya Jammeh à la suite d'une intervention de la CEDEAO. Et puis le troisième jour du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa 2018. Les balafoninistes de la Bagoué étaient en attraction hier dimanche. C'est un instrument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bienvenue dans le 20h. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a quitté New Delhi ce lundi en début de soirée à destination d'Abidjan. Il revient du premier sommet de l'Alliance solaire internationale où il a également rencontré un grand nombre d'hommes d'affaires indiens. Envoyé spécial en Inde, Jérôme Kofi Abola. Sur le tarmac de Air Force Station Palam de New Delhi ce lundi, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, tout sourire, juste le temps d'un au revoir avant que son avion ne prenne la direction d'Abidjan. C'est donc le départ pour un retour au pays 24 heures après sa participation à la première édition du sommet de l'Alliance solaire internationale tenu les 10 et 11 mars 2018 dans la capitale indienne. Sommet en marge duquel le vice-président ivoirien a échangé avec plusieurs personnalités, pour la plupart des opérateurs économiques indiens désireux d'investir en Côte d'Ivoire. Je suis très heureux d'avoir rencontré le vice-président avec qui nous avons échangé sur la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Le champ de notre coopération s'élargit de jour en jour. Et le volume de nos échanges augmente régulièrement et l'Inde a la capacité en termes d'expertise et de moyens pour appuyer la Côte d'Ivoire à atteindre l'objectif d'émergence en 2020. We have been associated with Ivory Coast. Nous sommes une société et nous sommes intéressés par le transport en Côte d'Ivoire et nous avons avec le gouvernement ivoirien et les transporteurs en Côte d'Ivoire, nous avons passé un contrat pour la livraison de 3600 véhicules. Des rencontres B2B portées généralement sur les infrastructures économiques, le secteur de l'industrie pharmaceutique dans le domaine de la santé, sur le secteur de l'agro-industrie dans le domaine de l'agriculture et sur l'énergie solaire. En outre, le vice-président Daniel Kablan-Duncan lui-même est allé à la rencontre du Premier ministre indien Narendra Modi. L'entretien d'environ 30 minutes a certainement permis aux deux personnalités d'évoquer les relations bilatérales. Ici en Côte d'Ivoire, dans 4 jours, ce sera l'inauguration de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. La construction a été entièrement financée par la Fondation Children of Africa pour un montant de 25 milliards de francs CFA. Avant l'ouverture du 16 mars, une conférence de presse ce matin au cabinet de la Première Dame. Fijanaïma. L'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville est prêt et sera inauguré ce vendredi 16 mars 2018. C'est un grand hôpital de niveau 3 qui offre autant de soins qu'on peut trouver dans les CHU, voire même plus. Les créateurs et concepteurs de ce nouvel hôpital de pointe sont la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et sa fondation Children of Africa, ainsi que toutes les bonnes volontés qui, sur place en Côte d'Ivoire et à travers le monde, ont apporté un soutien financier à la Fondation Children of Africa pour construire et équiper cette infrastructure hospitalière dont l'objectif est de lutter contre la mortalité encore élevée des enfants ainsi que celle des femmes en couche. 25 milliards de francs au total, c'est ce qu'a coûté la réalisation de l'hôpital. L'ouvrage désormais prêt à fonctionner, les soins dispensés seront-ils à la portée de l'Ivoirien moyen? Quels sont les atouts de cet hôpital? Autant de questions auxquelles le conseil d'administration
et la direction de l'hôpital ont accepté de répondre à l'occasion d'un point de presse ce lundi au cabinet de la Première Dame. Nous avons un plateau technique très moderne qui s'articule autour d'un laboratoire d'analyse médicale, donc qui est ouvert aussi aux hommes, d'une imagerie médicale avec IRM, échographie, tomosynthèse pour le mammographe, etc. Et je voudrais préciser en ce qui concerne l'imagerie que nous avons développé des coopérations qui nous permettent de faire du télédiagnostic. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand un examen radiologique, de scanner, IRM, peu importe, est fait, quand on a des difficultés, des incertitudes par rapport à l'interprétation, parce que c'est quand même très important, on est en contact avec des hôpitaux en France et quand on a des doutes pour certaines interprétations, les équipes qui s'associent à nous en France nous aident dans l'interprétation. La particularité de notre hôpital, c'est que c'est un établissement qui est privé mais à but non lucratif. L'hôpital accueillera 75% d'assurés et de patients qui paieront directement. 25% des activités sont réservées aux économiquement faibles. Ces derniers paieront cependant un ticket modérateur de 1 000 francs pour les consultations, 3 000 francs pour les analyses et explorations radiologiques, quel que soit leur nombre, et 5 000 francs pour une hospitalisation ou une intervention chirurgicale. Et là encore, quelle que soit la durée du séjour du patient. Ce sont au total 495 employés qui vont faire fonctionner l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Au sein du conseil d'administration et de la direction de l'hôpital, l'équipe managériale est composée de professeurs en médecine et d'administrateurs ivoiriens et français, soudés tous autour d'un même objectif, tenir le pari. L'ouverture officielle, c'est donc pour le 16 mars prochain. Séance plénière du Conseil économique et social ce lundi matin. Au menu, examen des rapports et adoption des projets d'avis relatifs au foncier rural, à l'environnement et à la cybercriminalité. Les commissions se sont succédées pour présenter les propositions faites en amont en matière d'immatriculation des terres, de salubrité et aussi de cybercriminalité. Demain mardi également, une autre plénière pour examen des rapports et adoption des projets d'avis portant sur le financement des PME et sur les enfants en conflit avec la loi. Les travaux de la 62e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies ont débuté ce lundi à l'ONU. Ce rendez-vous annuel a pour thème « Problèmes à régler et possibilités à exploiter pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural ». La Côte d'Ivoire est représentée par une délégation d'une 50aine de personnes. Les travaux vont durer 2 semaines et demain, la ministre ivoirienne de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné, va livrer le message de la Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'éducation, la 6e édition des Journées Carrières, le lancement national a eu lieu dans la ville de Daloa. Il y est question du rôle de l'orientation scolaire et professionnelle dans l'adéquation formation-emploi des jeunes. Ngana Konaté. Conférences, expositions stand, ateliers d'information et visites d'entreprises ont marqué ces Journées Carrières édition 2018. Les élèves ont été informés sur des filières pouvant leur permettre d'embrasser des carrières professionnelles au terme de leur cursus scolaire. Nous sommes au stand du CAFOP. Vous savez que l'orientation est très déterminante dans la carrière d'un individu. Si vous choisissez un métier que vous aimez, vous n'aurez jamais à travailler comme l'a écrit quelqu'un. Donc je leur montre, je leur explique comment le mode de recrutement, les filières, les possibilités de progression en interne avec une série de concours professionnels à arriver à un niveau même peut-être supérieur au mien. Les élèves ont pu découvrir les différentes formations, les corps de métier, les opportunités directes et indirectes que peut leur offrir le marché de l'emploi. Je suis venu au lycée aujourd'hui, c'est pour venir me renseigner sur la gendarmerie parce que j'aime très bien la gendarmerie, j'aime leur treillis et j'aime leur comportement aussi et leur attitude. Je suis venue à la Journée Carrière aujourd'hui parce que c'est l'INGS qui m'intéresse. Et à l'INGS, on apprend à se former, surtout sur le côté du sport, parce que là-bas, on nous apprend à être toujours en bonne santé. La ministre de l'Éducation nationale a justifié la tenue de ces Journées Carrières
par le fait que l'orientation constitue une véritable préoccupation pour de nombreux élèves. Kandia Camara a donc exhorté le monde éducatif à s'approprier les journées carrières. Ces journées carrières permettent au ministère de l'Éducation-Formation et aux spécialistes de divers secteurs d'activité de montrer aux élèves et étudiants présents les opportunités de formation, les offres d'emploi de leurs différentes structures et les profils recherchés pour les intégrer. Je demande aux directeurs régionaux de donner la chance aux élèves de leurs zones administratives respectives en organisant à leur tour des journées carrières. Kandia Camara a aussi demandé aux élèves de tourner le dos à la violence en milieu scolaire. Chers enfants du Haut-Sassandra, chers enfants de Daloa, bannissez à jamais la violence, bannissez à jamais les troubles, bannissez à jamais les grèves, parce que ceux-là sont vos ennemis. Ceux-là sont les ennemis de votre réussite. Une cinquantaine d'exposants, dont l'Institut des sciences et techniques de la communication, l'INFAS de Daloa, l'Université Jean-Laurion Guédé, la police et la gendarmerie nationale ont pris part à ces journées carrières qui ont donné la possibilité aux élèves de rêver le futur et de réfléchir à leur avenir. Et cette problématique de l'emploi des jeunes est au cœur des actions du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Le PGDEC a décidé de renforcer les capacités des établissements, notamment dans les filières mécaniques, générales et construction métallique, dans les établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'agence Emploi Jeunes se dote d'une nouvelle plateforme technologique, un portail numérique pour aider à résoudre la question de l'emploi des jeunes et aussi du financement de leurs projets. La journée internationale de la femme a été célébrée il y a tout juste 4 jours, une date symbolique pour mettre en lumière des femmes leaders, des femmes qui excellent dans leur milieu d'activité, comme Marina Nobu, jeune femme polyvalente et multifonctionnelle. Elle a plusieurs cordes à son arc et c'est aujourd'hui la seule femme à faire du bloc de terre comprimé et stabilisé, une technique de construction des maisons écologiques à moindre coût pour les Ivoiriens. Sephora Zegui et Franck Kouadio. Viens, quand vous finissez comme ça, débarrassez carrément le chantier. Elle est ainsi, avec ses collaborateurs, un tantinet maternel, mais ne pas s'y fier. Marina Nobu est une main de fer dans un gant de velours. Sur ces chantiers de bâtiments et travaux publics à BTP, la jeune dame passe le clair de son temps. Secrétaire du groupement des femmes du BTP en Côte d'Ivoire, Marina est la figure montante de la gente féminine dans les domaines du BTP. Orpheline de père, son amour pour le commerce débute dès son bas âge. Déjà au primaire, elle utilise les 500 francs que lui donne sa mère comme argent de poche pour acheter des gâteaux qu'elle revend à ses amis de classe. J'ai remarqué que le besoin était là. Les filles n'avaient pas de quoi manger, grignoter après les repas. Donc pour moi, il fallait trouver quelque chose à vendre pour pouvoir multiplier un peu ce que j'avais comme argent de poche. Au collège, puis au lycée, elle continue ses activités par le commerce à des friperies qu'elle revend régulièrement. Une fois au cycle supérieur, elle se distingue par son entrepreneuriat et son audace. Il fallait pour moi trouver une astuce pour avoir une tenue à moi-même. Donc j'ai vu le couturier de mon quartier, puis j'ai proposé comme ça qu'il vienne devant l'école. Je vais lui trouver des clients. Et puis en même temps, le contrat, c'est qu'il me donnerait 1000 francs par tenue vendue. Et puis moi-même aussi, je devais faire ma tenue. Je serais comme le mannequin dans l'école. Son diplôme d'ingénieur en poche, elle débute sa carrière dans une société immobilière de la place. Au sein de cette entreprise, Marina se fait un nom, ce qui lui vaut plusieurs sollicitations dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Avec toutes les expériences acquises, elle décide alors de créer sa propre entreprise. Sa spécialité, la fabrication de maisons écologiques obtenues à partir de blocs de terre comprimés et stabilisés, le BTCS. Son abnégation au travail lui a valu 5 prix au niveau national et international. En 2014, déjà, j'ai reçu le casque de bronze pour le concours Les Oscars du BTP. Et ensuite, à la COP 22 en 2016, j'ai eu le prix de la maison écologique.
Marina Nobu jouit d'une bonne réputation auprès de ses collaborateurs, ouvriers et amis qui ont de l'admiration pour elle. Tous voient en elle un modèle de réussite et d'abnégation au travail. Elle est brave et elle a de la détermination, elle est maternelle. Il faut juste ses qualités pour être promoteur. Et c'est une dame qui se retrouve seule dans un monde où il n'y a que des hommes. La patronne, elle est bonne. Elle est gentille, bon, elle prend soin de nous, bon, il n'y a pas de problème. Mariée et mère de 4 enfants, son époux, parents et enfants expriment leur fierté. Je l'ai toujours orienté, je lui ai toujours donné des conseils. Souvent, elle peut arriver à la maison déprimée, fatiguée, voilà, tel a fait comme ça. Je lui dis non, c'est ça qui est normal. Alors, si ça n'arrive pas là, c'est que tu n'avances pas, tiens compte des critiques. Donc, j'essaie de la soutenir comme je peux. Je bénis le Seigneur de m'avoir donné un tel enfant qui fait la fierté de ses parents, de sa maman, surtout que je suis. Et au jour d'aujourd'hui, je viens d'Israël. C'est grâce à ces fruits. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ma maman est la meilleure mère du monde parce qu'elle m'a inculqué des valeurs spirituelles, morales. Elle me dit toujours de ne pas voler, de ne jamais céder à la drogue. Et elle me dit de suivre ses pas, de devenir comme elle, même de devenir plus grand qu'elle. Ingénieure en marketing, commerçante, transporteur, restauratrice, présidente d'association des femmes, Marina est aujourd'hui un modèle, comme plusieurs autres femmes de talent, des femmes porteuses de développement de plus en plus nombreuses à ne plus vouloir rester dans l'ombre. Incendie au grand marché d'Agboville dans la nuit d'hier dimanche. Aucune perte en vie humaine, mais les 3/4 du marché, ce marché de l'Agnébi-Tiassa, les 3/4 sont partis en fumée. Devant ces énormes pertes matérielles, les commerçants sont inconsolables. Ils ont reçu sur place la visite d'une délégation du conseil municipal ce matin. Eugène Atoubé. Hier à Bengourou, Yamoussoukro, Soubré et aujourd'hui à Agboville. Encore un marché qui a brûlé. Le grand marché d'Agboville totalement ravagé, plongeant les commerçants et les principaux animateurs dans la désolation et la tristesse. Les dégâts matériels sont énormes, mais aucune perte en vie humaine. Le temps est à l'appel, à l'aide. On a tout perdu. Pas au bijou, on a tout perdu. Mes magasins, tout est brûlé. Je ne peux même pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Il y a eu beaucoup de dégâts. On a perdu des trucs. Ceux qui ont eu la chance de faire sortir, il y a des pillages. Ils ont tout volé. On a tout perdu. On ne sait pas que faire. Tout s'est passé dans la nuit du dimanche aux environs de 19 h, selon des témoignages. À la vue des flammes, les pompiers civils ont accouru à l'appel des populations. Ils ont même bénéficié du soutien des responsables de la sécurité incendie de l'usine de textile de la localité. Et finalement, ce n'est que vers 23 h que les pompiers civils ont pu venir à bout des flammes. Après le sinistre, les commerçants lorgnent du côté des autorités administratives et les élus locaux, le maire notamment, qui s'associe à la douleur des commerçants sinistrés. Nous sommes venus pour regarder, dire Yako à tous ceux que nous allons rencontrer et vraiment nous faire une idée de l'ampleur du dégât. Parce que comme vous le constatez avec nous, vraiment les dégâts sont énormes. Mais à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas véritablement chiffrer, dire quoi que ce soit. Nous constatons tous et nous déplorons tous et nous pleurons tous aussi avec nos commerçants. Les causes de l'incendie du grand marché d'Agboville, brûlé aux 3/4, alimentent encore les conversations dans tous les milieux dans la ville. Les uns évoquent un court-circuit, les autres la thèse criminelle. En attendant l'ouverture d'une enquête pour s'en assurer, les populations sont encore dans l'expectative et les victimes, elles, pleurent encore leurs dommages. Le Salon international de l'agriculture a refermé ses portes à Paris et c'est l'heure du bilan pour la Côte d'Ivoire qui a participé à l'événement. Il y a des acquis, notamment pour la formation des éleveurs ivoiriens et la valorisation de la pêche dans le pays. Hervé Blé. Des voyants au vert, c'est le constat que l'on fait du côté ivoirien au moment où se referme le Salon de l'agriculture de Paris. De nombreux rendez-vous ont été honorés avec la coopérative Terrena, forte de 30 000 membres et 16 000 salariés. Il a été question d'emplois jeunes dans l'agriculture ivoirienne, tout comme lors du groupement interacadémique GID. L'appui consistera à former ces éleveurs aux
techniques modernes d'élevage et à voir avec ces éleveurs comment valoriser les matières premières locales entrant dans la composition de l'alimentation des animaux. Ça passera notamment par de la formation. Il y a des gens érudits chez vous, des docteurs, des vétérinaires, etc. Donc l'idée, c'est de les accompagner pour aller de l'avant et puis disperser après cette maîtrise technique. Nous avons eu des ateliers et séminaires sur l'intégration de la jeunesse africaine dans le monde agricole. Cela sous l'égide du groupement interacadémique. La première piste, c'est la formation. Compte tenu de la pénibilité, les jeunes ont tendance à refuser les travaux au niveau du monde agricole. Mais en utilisant des instruments modernes, la mécanisation, ces jeunes-là pourront être des exploitants modernes. De Paris, le ministre Akobena Kwasi Adjumani repart avec un engagement organisé à Abidjan, un rendez-vous de la pêche et de l'élevage. À l'image d'ISPES, le Salon international des productions animales de Rennes. La question était au centre de la séance de travail qui s'est tenue au SIA. Oui, le projet est faisable, il faut le construire, il faut en définir le contenu, nos objectifs communs, mais on nous le dit souvent, le SPAS c'est vraiment le salon de référence pour les professionnels africains des productions animales. Donc on a vraiment un avenir à construire ensemble. Comme en matière de technicité, en matière de développement de l'élevage, ils sont en avance. Il est de notre devoir de pouvoir copier sur eux. À Paris, le ministre Adjumani s'est fait fort de renforcer la coopération avec ses collègues du Maroc, de Tunisie, du Sénégal et du Mali. Différentes visites des stands et des échanges informels ont permis d'évoquer les moyens d'une agriculture africaine plus performante au service du développement. Dans l'actualité politique ivoirienne, les jeunes filles, nouvelles majeures, sont invitées à se faire enrôler afin de figurer sur les listes électorales. Le Rassemblement des Républicains les invite à prendre une part active aux futures échéances électorales. Moussa Konaté. Première sortie du secrétariat général adjoint, chargé de la jeunesse féminine du Rassemblement des Républicains. Premier défi gagné, celui de la mobilisation. Encore plus nombreuses, les nouvelles majeures cibles du meeting. Elles ont été appelées à regagner les rangs du RDA et à se faire inscrire sur les listes électorales. Jeunesse féminine, il faut prendre notre destin en main. Ne laissons pas les autres décider à notre place. Nous devons être actrices de nos vies. Et la première opération qui conduit vers cela, c'est l'enrôlement. Nous constituons donc une force majeure. Oui, jeunesse féminine, une vraie force pour conduire notre parti à la victoire totale lors des échéances électorales à venir. La jeunesse féminine du RDA veut ratisser large en vue des prochaines échéances électorales. Également à l'ordre du jour, l'avenir du parti. Les responsables du RDA l'envisagent au sein du parti unifié. Le souhait de voir la réalisation de ce projet a été réaffirmé par Kandia Kamara, la secrétaire générale du RDA. Nous, la très grande majorité des militants du RHDP, nous avons décidé de prendre les choses en main. Nous avons décidé d'assumer nos responsabilités. Nous avons décidé de dire à nos présidents de mettre en place le plus rapidement possible le cadre pour la création du parti unifié appelé RHDP. À partir d'aujourd'hui, nous lançons le mouvement « Je suis ». Avant elle, Adama Bictogo, vice-président du RDA chargé de la mobilisation, a livré le même message. Le président Alassane Ouattara et le président Bédié ont défini un cap. Nous resterons dans ce cap parce que le parti unifié se fera. Le RHDP se fera avec le PDCI, le RDA, le MFA, l'UPSI, le PIT et tous les Ivoiriens épris de paix et de paix. Ce premier meeting de mobilisation de la jeunesse féminine du RDA a vu la présence de l'Union pour la Côte d'Ivoire, UPC,
et du MFA, Mouvement des Forces d'Avenir, 2 partis politiques membres du RHDP. Et le Forum des oufouettistes lance ses activités. Cette organisation de la société civile œuvre pour la promotion des œuvres philosophiques du père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. C'est un reportage de Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. Le Forum des oufouettistes vient de voir le jour. Sa mission, mener des actions en faveur du renforcement de la cohésion au sein du RHDP. Pour son président Félix Aka-Anoublé, il faut aujourd'hui faire bloc autour des leaders RHDP. Nous avons eu des moments forts d'union entre le grand frère Henri Konan Bédié et son petit frère Alassane Ouattara. Des moments qui nous ont fait oublier d'autres moments difficiles qui les avaient séparés. Devant nous, nous, enfants de Félix Houphouët-Boigny, nous réclamant de son nom et de sa philosophie, oublier ces moments qui ont créé beaucoup de problèmes à la Côte d'Ivoire. Une démarche appréciée par Awan Doli Théophile, parrain de la manifestation, ainsi qu'Adama Bictogo, représentant le RDR. Ce que le président Houphouët nous a légué de plus important, de plus grand, c'est une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire politiquement stable, une Côte d'Ivoire économiquement forte. Et c'est cette Côte d'Ivoire que le rassemblement des fautistes a permis de retrouver à partir de 2011. Alors, ne la perdons pas, cette Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny. Le parti unifié est un salut pour la Côte d'Ivoire. Ça obéit au principe de la stabilité, de la paix. Si nous voulons avoir des performances économiques, le RHDP, par le nombre de compétences que nous avons, par la qualité des hommes que nous avons, le parti unifié est un salut. Pour Félix Anoblé, le Forum des oufouettistes fera l'unité en Côte d'Ivoire. L'actualité internationale nous conduit en Gambie. Le climat politique s'est adouci dans le pays, mais les difficultés économiques perdurent. Cela 1 an après le départ de Yaya Jammeh à la suite d'une intervention de la CEDEAO. La Gambie, d'après Yaya Jammeh, c'est un document signé Alexis Ouedraogo. Au soir du 21 janvier 2017, Yaya Jammeh quitte le pouvoir en Gambie. Ancien militaire parvenu au pouvoir en 1994, Yaya Jammeh s'était fait élire et réélire sans interruption jusqu'à sa défaite en décembre 2016 face au candidat de l'opposition Adama Barrow. Son départ en exil pour la Guinée équatoriale après la crise avait ravivé l'espoir chez les Gambiens. Il n'y a plus de NIA, la redoutée Agence nationale du renseignement rebaptisée et remaniée par Adama Barrow. Mais autrement, tout est pareil. Les prix alimentaires sont les mêmes, les salaires n'ont pas augmenté, le secteur de la santé est en ruine. Le président Barrow, lors de son discours de Nouvel An, avait évoqué le bilan de son prédécesseur, affirmant avoir trouvé à son arrivée une dette de plus d'1 milliard de dollars. Nous avons encore besoin de développement. On n'a pas vu de développement dans ce pays et personne ne nous dit qu'il y aura encore du développement. Et nous voulons que le président vienne dire aux gens, aux Gambiens, ce qu'il espère pour les Gambiens et quels sont ses plans. Si les critiques s'expriment plus librement aujourd'hui, le syndicat de la presse gambienne milite pour la révision des lois sur les médias en vue de mettre en conformité ces textes aux normes internationales. Les forces de la CEDEAO restent encore présentes dans le pays, prolongées à plusieurs reprises. Leur mandat court jusqu'en mai 2018. Ce lundi marque le 3e jour du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa 2018. Les balafonistes de la Bagoué étaient en attraction hier dimanche. C'est un instrument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Serge Colère. Le message de la paix. Et c'est ce que nous lançons en Bambara. Il s'appelle Berté Zanga, de son nom d'artiste, le coq de la Bagoué. C'est lui qui donne le ton du spectacle, offert par le groupe Guéguélé Lialé. Ces maîtres du balafon, venus de Kouto dans le département de Boundiali, prennent ensuite le relais pour distiller des notes pures qui témoignent de toute l'essence de la culture des Sénoufos de Côte d'Ivoire. En attendant de monter sur scène,
Koné Sionfolo, chef d'orchestre et artiste fabricant de balafons, ainsi que ses hommes, égayent les visiteurs du Palais de la Culture. Mon rêve, c'est avoir une école de balafon, enseigner les enfants pour ne pas que la culture perde. Valoriser le balafon de Côte d'Ivoire, instrument de musique traditionnelle classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, telle est la vision de Yegele Niyale. Le groupe a le soutien du président du conseil régional de la Bagoué, qui se réjouit de ce passage au Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. La culture du balafon n'est pas que le fait de taper, c'est des messages qui sont donnés, c'est des enseignements qui sont donnés. Et l'école du balafon, c'est apprendre aussi au monde comment pouvoir jouer ce balafon. Notre frère qui est là, non seulement il en fabrique, il en joue et il enseigne. Le Yegele Niyale se produit le jeudi 15 mars à la place Inch'Allah de Koumassi et le vendredi 15 à Yopougon Figayo dans le cadre du Massa Festival. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente fin de soirée sur RTI 1.